Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Et l'œil du Ah mais non, mais non, stop. Allez, on en profite. Pour tous ceux qui n'ont pas chopé les refs, eh ben, on recommence. On recommence. Alors, si vous voulez avoir les refs, justement, vous pouvez écouter l'émission 100 de l'œil carnivore où on avait passé toutes les refs qui étaient dans le générique. Donc voilà, vous avez plus qu'à écouter l'émission 100 qui se trouve quelque part sur le web. Cherchez bon sang. Cherchez bon sang, bah, vraiment. Hein. Maintenant, vous avez tout cuit dans la bouche. Maintenant, voilà, c'est trop facile. Interdiction d'utiliser l'IA pour le trouver d'ailleurs. Sur ce, bienvenue dans l'émission 134 de l'œil carnivore. Et oui, 134 quand même. On est le 5 juin 2026. Je suis en compagnie de Corentin. Salut Corentin. Hello Damien. Et ce soir, on va vous parler de plein de choses intéressantes. On va vous parler d'images libres de droit, hein, histoire de se dire qu'il y a peut-être d'autres solutions que de simplement taper un prompt sur l'IA, hein, voilà, et de se dire qu'il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. On va parler évidemment, parce que hein, ton petit nom c'est Jedi from Brussels, c'est ça? Exactement. Donc voilà, on va parler de l'actualité de Star Wars, c'est-à-dire Mandalorian and Grogu. Grogu. Tu peux dire bébé Yoda, on va accepter. Bébé Yoda, d'accord, ok. On va parler de Shangri-La aussi, un manga chouette. Je vous en parlerai pourquoi moi j'ai envie d'en parler justement et quel a été mon rapport avec ce petit manga sympa, un petit bonbon chouette à regarder. On va évidemment parler de Air Guitar parce qu'il y a plein d'actualités. Ouais, yeah. Il y a plein d'actualités en ce moment au niveau du air guitar. Donc, dès demain d'ailleurs. Hein, donc, si vous nous écoutez sur le 105 de Radio Panique, évidemment, ça aura été la veille. Mais il y a plein d'autres actualités qui continuent. Donc, c'est pas grave. Et puis, vous pouvez toujours voir le replay. Je suppose qu'il y aura le replay quelque part, etc. Donc, air guitar, parce que, voilà, mine de rien, il y a plein de choses à en dire. Et puis, on va terminer par un sujet. Alors, léger. Non, mais léger. Je pense casse-gueule, parce que, voilà, j'ai pas plus de légitimité que ça de parler de ce sujet-là. Mais on va parler des dettes des pays coloniaux, notamment à travers une vidéo de Histoire Crépue, très bonne chaîne YouTube, justement, qui parle de tous ces sujets-là et des sujets des coloniaux, etc. Voilà, ce sera l'occasion, si vous ne connaissez pas Histoire Crépue, d'aller voir leur travail. Et moi, je vais faire des parallèles un peu... n'essayez pas cette cascade chez vous, mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant d'ouvrir à partir de justement ces histoires de dette coloniale, vers quoi ça peut ouvrir et de se dire... qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, on va dire ça comme ça. Damien est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Ouais, je sais pas. Là, franchement, vous me direz après l'émission. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs de dire ce que vous en pensez. Mais voilà. En tout cas, déjà, merci à Angela qui est fidèle au poste. Angela qui devait être avec nous ce soir, mais malheureusement, voilà, la vie est compliquée. Il faut faire plein de trucs à droite, à gauche. Et donc, on salue très fort Angela. On salue aussi Baudouin qui était complètement claqué, donc pour lui c'était pas gérable de venir ce soir. On salue aussi Catherine alias Sticker Girl qui aurait dû venir, mais pareil, le train c'est compliqué. Julien aussi, un petit coucou. Voilà, il est avec son gamin ce soir, donc voilà, il y a des priorités dans la vie. Je vois pas du tout. En tout cas, on salue tous et puis on salue tous les auditeurs. Merci d'être régulièrement au rendez-vous de l'œil carnivore, c'est chouette. Merci à vous. Et puis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme dirait Mario, let's go! Let's go! Avec, en premier lieu, donc un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Unsplash. Hop. Évidemment, c'est pas évident de tout gérer.
Est-ce que tu connais ce site ? Du tout, jamais entendu parler, à part toi. À part moi. Bah voilà. Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. Alors voilà, je vous propose de regarder Unsplash. Pourquoi ? Parce que c'est un des sites. Alors il y a pas que ce site-là d'ailleurs. Hein. Il y a d'autres sites qui sont du même style. Pourquoi je parle de celui-là ? Parce que je l'ai trouvé très facile d'accès et puis il y a beaucoup de... Il y a plein de photos disponibles sur ce site et la licence pour l'utilisation même commerciale est assez simple en fait. Donc, Attends, parce que je crois qu'il faut reprendre depuis le début. Tu n'as pas dit ce que c'était en fait le site. Alors, non mais voilà. Donc c'est un site qui vous propose... en fait c'est un site qui regroupe le travail de plein de photographes et d'illustrateurs. Il n'y a pas que des photographies, il y a aussi des illustrations et il y a aussi des images truquées, etc. Voilà, il y a en gros des graphistes et des photographes. Et c'est un site où la plupart des images sont complètement libres de droit, même pour un usage commercial. Alors attention, quand même, c'est s'il y a quelqu'un qui apparaît à l'image, le droit à l'image n'est pas géré. S'il y a une marque, c'est la même chose, donc attention à ce que vous faites. Mais l'idée derrière que je trouve assez intéressante, c'est que, en fait, en naviguant sur ce site, je me suis rendu compte que, franchement, il y a des fois, en fait, on peut céder, surtout quand on est créateur de contenu ou qu'on a besoin de faire une affiche ou même bêtement d'illustrer un propos sur LinkedIn ou j'en sais rien, de se dire, tiens, je vais demander à l'IA de me faire une image correspondante, généralement très bateau, alors qu'en fait, il y a des êtres humains qui font des trucs et qui les partagent et voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes, mine de rien. Vous voyez, là, quand je passe au niveau des images, il y a vraiment des trucs dans tous les styles. Évidemment, vous pouvez chercher ce que vous voulez comme... T'as un moteur de recherche, quoi. Ouais, t'as un moteur de recherche et là, tu peux y aller. Tu peux aller chercher dans la nature. Tu tapes t'as même moto des textures. Et tu vas avoir toutes des motos, etc. Voilà, moto. Mais alors là, le problème, c'est que tu peux avoir les marques. Évidemment, j'ai pas pris... J'ai dit, ouais, on peut poser le clavier plus loin. Voilà, moto, et on va avoir plein de motos, plein d'images de motos. Et ce qui est chouette, c'est que en plus, c'est vraiment qualitatif dans le sens où on a quand même une image en full qualité. Tu peux y aller, quoi. T'as vraiment, c'est pas la petite image en 720, un truc dans ce genre-là. On est en full frame, donc c'est chouette parce qu'on peut vraiment en faire quelque chose, on peut vraiment retravailler, on peut l'utiliser comme fond. Si on parle du... La photo a été téléchargée 45 000 fois. Ouais, voilà. Et vu 2 700 000 vues. Tu vois, si on parle guitare... parce que on est là aussi pour parler guitare. Ou électrique guitare, ou guitare. Guitare. Ouais, guitare tout court. Voilà, tu vois, pour le prochain de Air Guitar, je suis sûr que tu peux trouver ton bonheur là-dedans. Après, il y a plein de choix, plein de... Et donc, la licence, elle est assez simple parce qu'en fait, il suffit... c'est licence Unsplash. Et en gros, tu peux le télécharger et utiliser toutes les images gratuitement à des fins commerciales, non commerciales. Il n'y a aucune permission requise, donc c'est chouette. Et par contre, tu n'as pas le droit de vendre les images, évidemment, sans modification significative. Donc, si tu utilises une partie de l'image dans une composition que tu fais toi-même, il n'y a pas de souci. Okay, ouais. Donc, imaginons que de la guitare qu'on a vue, tu la détours, tu la remets en situation, tu mets des effets, etc. Il n'y a pas de souci pour... voilà. Donc, évidemment, tu n'as pas le droit de faire un service similaire au site. Oui, en reprenant les mêmes images, ça s'appelle juste du plagiat. Et donc, du coup, cette plateforme est totalement gratuite, où il y a des... Je crois, non, vraiment, là, je crois que c'est toutes les images qu'on voit, on peut les utiliser gratuitement comme on veut. Et est-ce que tu as une idée, enfin, je ne sais pas si tu as creusé cet aspect-là du côté des gens qui fournissent les photos, parce que c'est des photos de qualité, des bonnes photos, haute taille, etc. Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce que n'importe qui peut soumettre ses photos ? Est-ce qu'il y a des... Alors ça, j'avoue que je ne suis pas allé voir, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont vraiment chouettes. Celle-là, par exemple, elle est sympa, quoi, comme photo. Il y a vraiment des très chouettes photos. Et ça, typiquement, c'est une photo que pourrait générer l'IA, mais là, au moins, il y a un être humain qui est derrière et qui a utilisé un objectif. Et est-ce qu'on est sûr de ça ? Non, on n'est pas sûr. Je ne sais pas s'il y a un vrai... mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même une impression de... Alors, c'est vrai, dans l'absolu, ça pourrait être une IA,
Mais est-ce qu'une image IA, est-ce qu'on ferait ça? Alors attention, Oui. là, ouais. Mais là, c'est pour les photos, mais c'est vrai que tout à l'heure, je voyais un graphique, un graphisme un peu 3D, etc. Bon, on sait pas trop. Et puis là, je vois, il y a souvent des trucs, mais c'est juste de la pub. Alors ça, c'est il y a de la pub au milieu, donc évidemment là, c'est des trucs qui font moins. C'est ça que je me disais. Voilà. Bon, on dit souvent quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc je me dis où est-ce. Alors ouais, là, voilà. je vois Benjamin Chamond disponible à l'embauche, donc ça se trouve, c'est aussi une manière de se faire connaître. Je vois qu'il y a un Unplash Plus. Alors je t'avoue que j'ai été très vite. En fait. Ouais. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, c'était plus ouvrir le sujet sur le fait que, parce que c'est pas la seule plateforme qui est comme ça, ouvrir le sujet sur le fait que, effectivement, surtout si vous êtes un peu créatif, etc. Attends, il y a des messages qui nous arrivent, mais de YouTube. Il faudrait qu'on arrive à ouvrir YouTube. J'étais dessus il y a 2 secondes. Voilà. Salut, ce peuple de YouTube, comme dirait l'autre. Où est-ce que je vois les messages là-dedans? Non, tu fermes la description et normalement, tu as les chats en direct. Hop. Montre-moi, je suis un vieux dinosaure. Ah voilà. Le roi Baudouin n'est pas là. Les images à gauche, alors si elles sont libres de droit, je sors. Non, les images à gauche, alors si elles sont... Ouais, à gauche. Ah oui, non, mais c'est nous. Ah, waouh, il faut suivre. Ouais, mais attention, je suppose que tu parles de nous, là, qui sommes sur la gauche de l'image en petit. Ouais, ok. Voilà. Désolé, non, mais t'inquiète pas. J'avais pas la vanne. Salut à toi, Xavier. C'est un spécialiste aussi, donc il faut voir. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, en fait, on cède à l'IA facilement. Comme tu disais, à l'heure actuelle, vu que tu organises beaucoup de trucs autour de l'air guitare, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour faire tout et n'importe quoi avec. Ben oui, ils font tout et n'importe quoi. Ils font leurs affiches, mais ils font après de la musique aussi. Ils font, enfin voilà, des visuels et des choses comme ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent, mais bon, dans le air guitare, mais dans l'événementiel d'une manière générale. Enfin, il suffit de glandouiller quelques minutes sur Facebook pour voir le nombre d'événements où l'affiche est une affiche faite en IA. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et c'est vrai que la question, c'est en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que tu as un côté, tu gagnes, enfin, les gens qui n'y connaissent rien, c'est rapide, c'est efficace, c'est boum, 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 t'as ton truc en littéralement 2 minutes. Mais c'est vrai que autour de nous, on a tous des gens qui savent utiliser Photoshop, qui savent utiliser GarageBand pour faire de la musique, qui savent machin, et c'est quand même plus intéressant, non? Bah ouais, c'est ça, c'est la créativité, etc. Alors, je viens de comprendre la blague de Xavier, c'est qu'en fait, si c'est des images libres de droite, elles sont à gauche. Waouh, donc toi, t'avais même pas compris la bonne vanne. C'est ça. Bravo Xavier, là je le tenais pas, Mais oui c'est ça. Profitez effectivement autour, il y a du monde. Ouais, comme ça ou comme ouais, je sais pas si c'est plus lisible en fait. Ouais, ou comme ça. Voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, mais non, mais je peux mettre le mien en fait proche comme ça, au moins on voit. Donc voilà. En tout cas, l'idée c'est quand même d'aller voir. Ne vous jetez pas directement en fait sur l'IA pour faire les choses. Déjà, essayez de les faire vous-même en plus. Parce qu'il y a quand même un côté satisfaisant en utilisant des outils. Alors en plus, derrière, il y a des outils comme Canva, etc., qu'on simplifie énormément en fait, la possibilité de faire de la mise en page. Canva enfin là, c'est vraiment un outil. Pourtant, je passe mon temps, ma vie sur Photoshop. Ouais. Mais Canva, quand tu veux faire quelque chose d'ultra rapide, tu as des templates qui existent déjà et vraiment, même si on s'y connaît pas du tout en mise en page, en montage, en quoi que ce soit, et si en plus vous avez des outils comme ça qui vous fournissent des images, des photos dans le thème de ce que vous voulez faire, c'est d'une simplicité maintenant, et bon voilà. Après Canva commence à intégrer l'IA aussi, hein, donc. Oui, mais à la limite, moi j'ai rien contre l'IA qui aide à la création. Si on prend le montage par exemple, le fait de pouvoir détourer un personnage d'un seul coup, c'est des heures et des heures de boulot très très chiant qui sont économisés. Donc dans l'absolu, le détourage, des choses en ce genre-là, c'est utile des fois de pouvoir refaire facilement un éclairage, des fois rattraper des petits défauts, etc. Pourquoi pas? Mais c'est juste de l'aide à la création. Ça fait pas les choses à votre place. Ce qui est important aussi, ce qu'il faut faire gaffe avec l'IA, et ça c'est encore plus vrai dans le texte, c'est que l'IA va vous faire un résultat et vous allez vous dire « Waouh !» Parce qu'en fait, c'est un résultat sans effort.
Donc vous n'avez pas réfléchi en fait à ce que vous vouliez. Il va vous faire un résultat qui marche, effectivement, et de plus en plus, c'est de plus en plus le cas, parce qu'ils sont de plus en plus balèzes à ce niveau-là. Mais en fait, si vous aviez réfléchi un minimum à ce que vous vouliez, que ce soit au niveau texte, au niveau image, au niveau de mise en page, bah, en fait, vous n'auriez pas fait ça comme ça, en fait. Et donc, ça vaut le coup, si jamais vous utilisez l'IA, en tout cas, d'essayer de mettre un maximum de vous dans le texte que vous faites, dans l'image que vous faites, voilà. Surtout que tu parles de mettre de soi-même là-dedans. Moi, je pense, pour moi, c'est vraiment un des plus gros soucis d'utiliser l'IA pour faire ce genre de choses. Il suffit de regarder, on parlait justement des affiches d'événements, mais même le village qui a fait une brocante où il y a le spectacle de la Fancy Fair des enfants, des trucs comme ça. Regardez l'uniformité de ces visuels. Ils ont tous une teinte jaunâtre, ils ont toute une écriture. Enfin, c'est toujours à peu près le même rendu, parce qu'en fait, comme ils génèrent ça que l'intelligence artificielle voit que ça satisfait les gens, et cette espèce d'algorithme s'auto-nourrit, et donc on se retrouve dans un mood qui est uniformisé. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que surtout pour la promotion d'événements qui ont un lien avec la culture, avec l'art, avec la musique, avec des choses comme ça, je trouve que ça dessert un petit peu les choses. Donc oui, effectivement, y mettre de l'humain. pour moi, l'IA est un outil. C'est un outil, il faut savoir l'utiliser aussi. Mettez du vous, quoi. J'ai le droit de combien de blagues par stream Be my J'ai guest. nommé l'IA pour lui donner plus de chance dans la vie. Oui, mais t'as le droit à autant de blagues que tu veux, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'était un petit rappel là-dessus. L'IA, il y a des choses fantastiques que tu peux faire avec, mais n'oubliez pas de faire beaucoup de choses vous-même, et surtout, le processus de pensée qui va amener à la création, faites-le vous-même. L'IA est vachement bien pour mettre les choses en ordre, pour vous aider à résumer, pour corriger les fautes, etc. C'est pratique. Mais laissez des fautes en fait aussi, et laissez votre pensée arriver, etc. C'est vachement important. Je me permets juste de faire un lien, parce que là tu es sur des banques d'images. Il y a aussi des banques de sons. Alors, certaines sont gratuites, certaines ont des petits abonnements, mais qui sont vraiment pas chers. À partir du moment où on est créateur de contenu sur YouTube, sur des choses comme ça, c'est un investissement qui est quand même intéressant. Ça coûte 2-3 € par mois, des choses comme ça. Et vous avez des gens qui sont passionnés de musique, qui vont y mettre leur création musicale. Et pareil, il y a un moteur de recherche, on peut essayer de trouver des choses, etc. Donc, c'est très, très cool. Donc, voilà, on n'est pas obligé de sauter tout de suite, encore une fois, sur l'IA, que ce soit pour l'image ou la musique ou la vidéo. Il y a des banques d'images de vidéos, enfin voilà. Il y a plein de choses, donc allez voir ce qui s'est fait et ajoutez votre grain de sel et essayez de faire les choses en fait. C'est aussi ça qui est chouette. Apprenez. Oui, voilà, non mais voilà, n'hésitez pas, vous avez le droit à l'erreur et vous avez le droit que ça soit pas bien fait, c'est pas grave. Mais non, mais évidemment qu'on fait des erreurs, mais c'est en faisant qu'on s'améliore au fur et à mesure, quoi. Voilà. Allez, on va passer maintenant à... un gars avec un casque et une petite bestiole verte. Voilà. Alors, on va passer avec ça. Sans transition aucune. Sans transition aucune. On y va. On vous met pas la musique au début parce que sinon on va être striké, mais... Voilà, je crois que la musique là, elle est finie maintenant. Tu peux... Ouais, mais évidemment, si j'ouvre pas la bonne tranche, ça marche moins bien. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. On entend le ton. Et on retrouve Ripley dans l'espace. Et oui, avec des aliens quelque part. Hein. Bon, dans le film, je vous spoil, mais elle traite personne de bitch, donc... Voilà. Alors ce Goku Mandalorian... Goku Grogu. Grogu, je sais plus. Oh là. Mais alors... Je suis abéritique, tu sais. Ouais. Alors bon, d'abord, avis du film, j'ai été le voir le jour de la sortie, évidemment. Obligé. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, Jedi from Brussels, c'est toi. Donc, aussi, voilà. ouais. Ça fait un bout de temps que j'ai pas publié sur cet Instagram, mais voilà, c'est mon compte dédié à Star Wars. Et donc, je suis allé effectivement le voir le jour de la sortie, qui était le 20 mai. Alors, honnêtement, c'est une saison compilée en film.
D'accord, ouais, c'est comme si on avait eu une saison. Voilà, exactement. En soi, ça n'apporte pas énormément à l'univers. Vraiment, en toute franchise, autant fan hardcore que je sois et autant... moi, je m'en fous, donnez-moi du Star Wars, tout me plaît. Mais j'avoue que ça n'apporte... Il nage. Oui, il nage. Ça n'apporte pas grand-chose à l'univers du Mandalorian. Ça n'apporte pas grand-chose à l'univers de Star Wars. Ça termine, ils en sont quasiment au même point que où ils étaient au début. D'accord, donc ça n'apporte C'est une tranche d'histoire. C'est vraiment juste une tranche d'histoire. C'est une aventure. C'est un film quand même, je pense, qui est orienté grand public et beaucoup enfants malgré tout. Parce que c'est vraiment un truc, il y a de l'humour, il y a un peu de drame, mais jamais très très dramatique non plus. Il y a de l'humour, mais toujours très simple. Donc voilà, on passe un beau moment, c'est assez cool. Le film a quand même 88 ou 89% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes, ce qui est plutôt pas mal. On sait que Rotten, généralement, ils sont assez sévères. Donc voilà, donc ça reste un film qui est distrayant, etc. Les images sont forcément, comme toujours, incroyables, impeccables. Les acteurs sont plutôt bons. Les effets spéciaux sont plutôt cool. Enfin, la musique est cool. Il y a plein de petites refs. Mais on n'est pas obligé d'avoir vu tout Star Wars pour comprendre. Ça passe très bien comme ça. Donc voilà, c'est cool, c'est sympa. C'est lui qui a vu tout Star Wars quand même. Oui, mais je veux dire, j'ai été avec ma femme qui a vu la série Mandalorian, mais Star Wars, elle s'en bat les steaks complètement et elle a passé un super moment. Donc voilà, ça reste un cool film à voir. Est-ce que en une saison de plus où le film ça aurait pas changé grand-chose, voilà. Mais je suis content. Personnellement, je suis content et les gens sont contents. Mais là, surtout, où je voulais revenir, c'était sur une sorte de désinformation qu'on a autour du film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles, de journaux, de médias plus ou moins spécialisés aussi dans le cinéma, sans les citer, un certain Allociné ou des trucs comme ça, qui vont publier le plus gros flop de Star Wars depuis le début de Star Wars, gros échec commercial, etc., etc. Je trouve que c'est assez dangereux, parce qu'en fait, quand tu publies que le film est un flop, que le film est un échec, ça n'encourage pas les gens à aller voir. Les gens se disent, si le film marche pas, c'est que c'est pas bon. Donc je n'y vais pas. Or, on vient de le dire, 88% d'avis favorables. On est à 3,7 sur Allociné sur 5. Donc on est dans une moyenne plutôt bonne, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est un échec ? Parce qu'en fait, donc j'ai repris les chiffres, parce qu'effectivement, le démarrage, en termes de finances, est pas foufou. Le film, pour l'instant, worldwide, a fait 340 millions de dollars de rentrée dans le monde. Or, les calculs disent que il faudrait faire à peu près 500 millions pour que le film soit vraiment rentable. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'abord, le film n'a coûté que, avec des gros guillemets, j'ai pas ça, mais que 165 millions de dollars. Une broutille. Mais pour un gros film comme ça, c'est pas grand-chose, en sachant qu'une saison de Mandalorian coûte 120 millions. Donc on est à peine plus qu'une série. Une série de 8 épisodes, donc c'est pas non plus des grosses séries longues, etc. Donc on n'est pas beaucoup plus cher. Mais donc, il a coûté 165 millions, il a rapporté pour l'instant 340 millions. Donc... a priori, il a rapporté des sous. Oui, mais il y a des coûts un peu plus. Mais c'est pas si ça. Il y a des mais. En fait, à chaque fois que tu dis un mais, il y a un autre mais qui vient dessus. Mais on estime à 130 millions le coût de distribution et de marketing. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il aurait dû rapporter 500 millions pour être... voilà. Mais il y a la figurine gros coup. Non, c'est gros. Mais gros c'est ça. En fait, comparé à une série, comparé à une sésérie, un film est plus rentable. D'abord parce que tu vends des places de cinéma. La série, les gens, ils sont déjà sur Disney+. Donc, ils vont la regarder sur Disney+, ça ne leur coûte pas plus cher et ça ne rapporte pas plus à Disney. Or, il y a quand même les ventes de tickets de cinéma. Donc déjà, ça joue. Le film, ensuite, va aller sur la plateforme de streaming, donc va peut-être encourager des gens à aller se mettre sur la plateforme ou autre. Mais en plus de ça, on a tous les produits dérivés. Il faut savoir que juste la série Mandalorian, hors film, rapporte $1 milliard à Lucasfilm par an. Et donc... d'accord. Donc, dépenser 160 millions pour sortir un film sur 1 milliard de retours financiers sur les produits dérivés, parce qu'il faut savoir qu'ils vont vendre les droits à Lego. Il y a déjà des sets Mandalorian Grogu qui sont sortis.
Donc, ils vont vendre des droits à Lego. Ils vendent des droits à Walmart, par exemple, qui vendent des fringues, etc. spéciales. Ils vendent des droits à Burger King. Si vous avez passé devant un Burger King récemment, ils ont des menus spéciaux Star Wars où on a un mug, on a une peluche, etc. On le mange à toutes les sauces. Voilà. Et donc, en fait, oui, à l'échelle du cinéma, dans le monde du cinéma, rapporté pour l'instant 340 millions, c'est pas grand-chose, mais il y a tout le reste, tout ce qu'il y a autour, la communication, les DVD, les Blu-ray qui vont être vendus pour les fans, les produits dérivés, etc. Donc voilà. Et effectivement, on le compare énormément au film Solo, Star Wars Story, qui était jusque-là considéré comme le plus grand flop, parce qu'on dit Solo a rapporté 340 millions de dollars. Oui, mais Solo a coûté 330 millions de dollars. Et moi, j'avais bien aimé Solo. Bah, moi, j'avais beaucoup aimé. C'est un film qui me semble trop sous-coté. C'est un chouette film d'aventure. Oui, en fait. voilà, c'est ça. C'est Indiana Jones dans l'espace. Bon, il y a quelques défauts, il y a 2-3 trucs, etc. Mais globalement, moi, je trouve que j'aurais bien aimé avoir la suite. Ah oui, bah, clairement. Mais bon, là, effectivement, ils ont gagné 30 millions de dollars. Là, c'est un gros échec financier. La différence, etc., est quand même assez violente. Mais ici, c'est pas le cas. C'est en fait. Les gens critiquent souvent sur les réseaux, on lit beaucoup de commentaires de gens qui n'ont pas vraiment tout analysé. Et en fait, tant d'un point de vue marketing, ce n'est pas un échec pour Disney et pour Lucasfilm, et tant d'un côté public, l'avis du public n'est pas un échec. Alors oui, après moi j'ai quand même lu certaines critiques qui n'étaient pas forcément super emballées, mais je crois en fait, et là, bon, je vais me permettre maintenant que tu as déroulé ton côté fan avec un rapport un peu mitigé en disant bah ouais c'est vrai que c'est comme si c'était une grosse saison au cinéma, ce qui est quand même agréable de revoir du Star Wars au cinéma, donc ne boudons pas notre plaisir, et si au moins c'est un peu correctement fait, voilà, bah c'est assez sympa. Moi je t'avoue que Star Wars, en fait le problème que j'ai, c'est que comment dire, l'épisode 7, revenons, l'épisode 7, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Allez, l'épisode 8, j'ai préféré. Pareil. Mais je me suis dit, ok, ils font table rase et puis on part sur autre chose. L'épisode 9, je crois qu'on m'a craché la gueule. Vraiment. Oui, ben là, vraiment. Je dois être honnête. L'épisode 9 est la pire chose qui soit arrivée à Star Wars de l'histoire de Star Wars. Avec l'épisode 7, mais... non, parce que rétrospectivement, il apporte rien, en fait, l'épisode 7. Il était intéressant juste parce que t'attendais la suite. Voilà, c'est ça. Ça faisait un petit kiff, etc. Et enfin, voilà. Mais le 9, effectivement... En fait, mais bon, sinon on rentre dans un truc loin. Mais en gros, ils ont décidé que tout ce qui avait été... Parce que le problème de Lucasfilm, je pense, et de Disney, c'est qu'ils écoutent souvent un peu trop le public. C'était le cas dans le temps. Maintenant, un peu moins, maintenant que Jon Favreau et que Dave Filoni, qui sont des gros fans de Star Wars. Donc en fait, Dave Favreau, pour ceux c'est lui qui a réalisé Mandalorian et Grogu, et c'est lui notamment qui a réalisé les Iron Man, etc. Il fait partie de l'équipe qui chapeaute un peu tout ce qui est Star Wars chez Disney. Et Dave Filoni, c'est celui qui a réalisé et créé toutes les séries Clone Wars, Star Wars Rebels, etc. Donc c'est un méga fan hardcore de Star Wars, et lui est aussi nouveau à la tête. Et donc maintenant qu'ils ont mis des fans de Star Wars, ils ont une vision, ils savent où ils vont. Bah, il serait temps, parce que ce qui n'était pas le cas à l'époque de J.J. Abrams, où déjà il y avait les films. Ok, bon, voilà. Bon, derrière il y a Mandalorian qui est sorti, sympa. Pourquoi sympa ? Parce que simplement c'était des petites histoires sans enjeu. Tu regardais ton épisode et à la limite des fois t'en attends pas plus. Ouais. Et c'est pour ça que ça fonctionnait. Je t'avoue que j'ai pas suivi, en fait, parce que au bout d'un moment, voilà. Mais globalement, la saison 1, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai dû regarder quelques épisodes de la saison 2. Voilà. Parce que entre temps il y a eu d'autres choses, il y a eu notamment, alors il y a Obi-Wan qui était une purge intersidérale, mais un truc. Là je vais mettre d'accord avec personne, mais moi j'ai adoré cette série, saison. Non, mais alors j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout, et pourtant normalement j'aurais dû être dans le public du truc, mais non, mais ça marche. Pour moi ça marchait absolument pas. J'ai bien aimé Andor, mais que j'ai regardé très très tardivement. Andor, c'est le plus grand chef-d'œuvre de ces 20 dernières années de Star Wars. Sans doute, en tout cas c'est intéressant, et c'est une manière d'aborder Star Wars qui était intéressante, peut-être un peu trop sérieux, mais ça c'est une autre histoire, mais globalement c'était intéressant. Le problème, c'est que en fait j'avais tellement été déçu de ce que nous avait proposé Disney sur Star Wars que j'y suis arrivé très tardivement. Il a fallu qu'il y ait du monde autour de moi qui me dise « Ouais, mais c'est pas mal quand même Andor, vas-y, regarde, etc. » Et effectivement, Andor était pas mal. La deuxième saison
Ah putain, j'ai eu du mal. Et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et là, je suis plus abonné à Disney+, donc j'irai pas jusqu'au bout. Je t'avoue que je me suis désabonné de Disney+ aussi pour l'instant, alors qu'il y a des nouvelles séries Star Wars qui sont sorties. J'ai bien aimé les Goonies dans l'espace. Ah oui, Skeleton Crew, très Skeleton chouette. Crew Très était chouette. sympa. En fait, ce qui est bien, c'est quand ils sortent en fait du canon officiel et qu'ils essayent de faire un truc à côté. Et je trouvais que Skeleton Crew était... Voilà, c'est les Goonies dans l'espace. Il faut pas oublier que c'est du Disney et Star Wars, donc voilà, ça peut être... C'est très consensuel. J'en ai parlé beaucoup avec des Potterheads. Et je pense que c'est une des choses qui fait que ils arrivent quand même à faire des choses intéressantes chez Star Wars qu'ils ont du mal à faire avec Harry Potter, notamment avec toute la série des Animaux Fantastiques. C'est qu'ils ont voulu absolument que ça soit toujours lié, connecté à l'univers Harry Potter, à Dumbledore, à Poudlard, etc. Alors que il y a tellement un univers vaste dans Harry Potter qu'ils pourraient exploiter. Et en fait, Star Wars, ils se sont dit, tu sais quoi, les Skywalker, Dark Vador, on en parle plus. Parce qu'à chaque fois, ils nous les casent quelque part. Parce que les Skeleton Crew, pas du tout. Oui, mais ça, c'était pas mal. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il n'y aura pas de suite de Skeleton Crew. Ah si, c'est bon. Si, ouais, ok. Parce que je trouvais ça sympa. Voilà, moi, ça se regardait bien et c'était rigolo. Et donc, c'est vrai que moi, mon rapport à Star Wars, il est très particulier. Il n'est pas si particulier que ça, mais c'est vrai que moi, j'ai adoré les 4, 5, 6. Donc évidemment. La base, parce qu'on grandit avec ça, parce que c'était un des rares films de SF étant gamin qui était accessible et que voilà, tu grandis avec les Star Wars. Alors attention, George Lucas dirait que c'est pas de la SF. C'est de la fantasy. Ouais, c'est de la magie, c'est de la légende. Tout à fait. C'est du space opéra, c'est du western, oui, tout à fait. C'est même du film de samouraï quasi, etc. Et d'ailleurs, il y a une influence de Kurosawa là-dedans, oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai fait les jeux de rôle de Star Wars et tout, donc c'était chouette. Franchement, je me suis bien amusé. Le 1, 2, 3, au début, je les ai accueillis très froidement, mais a posteriori, au moins, c'était une vision d'artiste. Au moins, c'était un artiste qui dit, voilà, moi, j'ai envie de faire ça, etc. Et donc, ça avait au moins cette cohérence d'artiste. Tu adhères ou tu adhères pas, mais au moins, voilà. Et en fait, c'est le problème de tout ce qui suit après, c'est que tu n'as pas l'impression qu'il y ait un minimum un artiste qui saisit le truc, etc. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que je reviens avec Harry Potter, c'est que il faut confier ça. C'est pour ça que je pense que Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, ces trucs-là, mais même les autres séries qui ont suivi, les Rebelles, etc., en fait, c'est des fans qui les ont fait. C'est des gens qui savent, qui ont été chipotés en disant non, mais si tu regardes le lore, ça n'a pas de sens, etc. Et les films, les sequels qu'ils ont fait, que J.J. Abrams a chapeauté, c'est pas des fans de Star Wars. C'est des gens qui ont fait des suites pour faire des suites. Et pareil, Animaux Fantastiques, c'est pas des fans qui se sont mis au service de l'œuvre. Et je pense que ça joue énormément. Sans doute. Bon, voilà. En tout cas, toi, t'as bien aimé. Tu conseilles d'aller le voir. C'est un bon film d'aventure. C'est un bon film, c'est sympa. C'est un bon film d'aventure. Si je devais mettre une note, je lui donnerais un 7 sur 10. Voilà, c'est un peu plus que... Je vais être vraiment honnête, c'est pas le film que je vais me précipiter à réaller voir 2 fois ou 3 fois. Là où Rogue One, j'aurais pu aller le revoir 3 fois au cinéma, quoi. Par exemple. Moi, je trouve très surcoté Rogue One, mais bon. C'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, surtout, n'écoutez pas les gens qui disent c'est un flop, etc., mais que ce soit pour ça ou pour n'importe quel autre film, parce que c'est pas juste des chiffres, en fait, le cinéma. Ah non, c'est sûr. Donc, de toute façon, et puis, je veux dire, moi, j'avoue que j'aime toujours les films à la marge, donc la plupart des gens, en tout cas, n'iraient pas voir, ou en tout cas, se disent, ouais, c'est quoi ce machin? Donc, oui, ça, c'est sûr. Voilà. Je propose une petite pause musicale. Yes. Avec un groupe, si je retrouve ma feuille, évidemment, hop, c'est ici, voilà. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Sleaford Mods, qui est un duo punk de Nottingham qui nous fait ça. Et ils sortent un morceau. Ils ont sorti d'ailleurs un morceau il y a un petit moment, parce que je crois qu'il date quand même. Je crois qu'il y a moyen de voir. C'est un morceau qui date d'il y a 3 ans avec Perry Farrell. Ils sortent un morceau il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Perry Farrell, c'était le chanteur ou guitariste, je ne sais plus, de Jens Addiction. Groupe des années 90 qui a marqué cette époque-là. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé ce petit morceau qui est un peu un mélange punk et électro, on va dire ça comme ça.
Évidemment, ça parle de notre vie qu'on passe à scroller, à se faire scanner la tronche. Voilà. Et le clip du morceau a été évidemment entièrement généré par l'IA, histoire de bien être contradictoire avec notre histoire. Voilà. Mais attends, mais il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans, donc c'était pas la même histoire. Ouais. C'était pas du tout le même genre de truc. D'ailleurs, je me souviens que Julien, il y a à peu près 3 ans, avait fait aussi un clip entièrement généré par IA. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas du tout la même histoire. Hein. C'était, d'ailleurs, il avait fait ça beaucoup avec de l'IA locale, etc. Parce que ça demande, ça demandait beaucoup de temps de calcul, etc. Et c'était pas du tout. Voilà. En tout cas, je vous propose donc un morceau de rap Sleaford Mops et ça s'appelle So Trendy. On s'est fait striker sur YouTube. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Twitch. C'est pour ça, effectivement. Là, c'était le strike. Alors, ça va remettre un petit temps à revenir sur YouTube. Normalement, j'espère. Ça va revenir, normalement. Ça va revenir avec un peu de chance. Décidément, tu n'as pas de chance avec les diffusions des musicos, non. On en parlait juste avant. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Viendez sur Twitch en attendant. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Salut Jésus. Bah, c'est moi. C'est toi, oui, d'accord. C'est toi. C'est toi Jésus. Ouais, je sais pas. Mais je le savais pas. Aucune idée pourquoi ce pseudo, c'est 6654. Waouh. Hop. Est-ce que non, on est toujours. Ouais, bah oui. C'est. On est toujours striké sur YouTube. Non. Les salauds. Ouais, c'est vraiment. Alors si, je comprends. On peut en discuter 2 secondes un petit peu. Je comprends que tu puisses pas diffuser ce que tu veux, comme tu veux, etc. Mais le problème, c'est que en coupant de cette façon-là, bah t'es coincé, quoi. Ouais, tu peux même pas dire j'ai les droits, je fais, etc. Là, c'est un podcast, on fait la pub de l'artiste, du morceau, on donne envie de découvrir. En plus, on est diffusé sur la radio, donc normalement, en fait, via les droits Radio Panique de diffusion web, on est couvert en fait pour le stream. Ça, c'est une vérification que j'avais faite il y a de ça quelques années. Donc, normalement, c'est pour ça que je peux à chaque fois contester, mais c'est l'horreur, en fait. Donc c'est super compliqué. Et le fait de striker en plein moment du stream, ouais, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Et c'est toujours pas revenu sur YouTube. Ouais. Et c'est pas drôle, hein, Marcus. Non, c'est pas drôle. Mais non, mais en fait, c'est très chiant et vous vous rendez pas compte pour tous les créateurs qui essayent de parler justement de cinéma, de parler de musique, de parler, etc. C'est très très compliqué de. Il y a le joueur du grenier qui avait fait toute une vidéo en expliquant des problèmes qu'il avait récurrents, notamment sur une vidéo Harry Potter qu'il avait fait, une grosse vidéo, une des plus grosses vidéos qu'il avait fait. Et il y avait la musique d'Harry Potter à un moment donné, mais vraiment. On est revenu. Voilà. Bonjour YouTube, on est de nouveau là. Voilà, salut Xavier, on est de retour. Donc, c'était drôle par rapport à Jesus. Bah oui, voilà. Donc il y avait vraiment le thème de Edwige, mais 3 secondes. Et il dit en fait toute ma vidéo est démonétisée et tout le pognon que je suis supposé gagner pour la vidéo va à Warner ou en tout cas aux ayants droit de cette musique. Et il dit c'est pas juste parce que ça veut dire que ces 3 secondes c'est comme si toute la valeur de ma vidéo qui dure 30 minutes ne tenait que dans ces 30 secondes. Oui, non, ça a pas de sens. À la limite... Un prorata ou un truc comme ça. Voilà, bref. C'est ça. À la limite, il faudrait un prorata de ce qui est gagné. Réparti selon, je sais pas moi, le nombre de minutes, etc. Donc si jamais tu mets un film en entier, bah tout part, tout part pour l'ayant droit et ça c'est logique. Après, normalement, t'as le droit de citation, t'as le droit de, parodie, c'est compliqué, etc. quoi. Donc voilà. Bref, désolé. Un sujet supplémentaire improvisé. Voilà, exactement. Contraint et forcé. Donc le prochain strike, accrochez-vous parce que là on va parler manga et les Japonais ils aiment bien striker. Mais a posteriori, rarement pendant les streams, donc on va voir. Bon, Xavier, tiens-toi prêt à sauter sur Twitch. Tu voudrais pas que les GAFAM se mettent à réfléchir tout de même. Mais disons qu'ils réfléchissent, mais pas forcément dans ce sens-là. D'ailleurs, là on peut partir sur des trucs, mais
tous les créateurs de YouTube se plaignent d'avoir une chute de leur fréquentation, mais en fait, c'est lié principalement à la manière dont YouTube réorganise en fait ses pages. Et si vous regardez, en fait, le nombre de vues et le temps passé a fait une transition vers les shorts. Et donc, résultat des courses, quand tu as 2 vidéos ou 3 vidéos, ça dépend sur quoi tu regardes, entières, normales, on va dire YouTube, etc., tu as 6 ou 7 shorts. Et donc, par définition, en fait, tu vas prendre ton temps sur d'autres choses. Et donc, on va dire que le YouTube classique est moins regardé parce que, le temps n'étant pas extensible, quand tu arrives sur YouTube, tu vas regarder des shorts plutôt que d'autres vidéos. Et donc, ce qui fait que tout chute, voilà. Mais bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire. On va y aller. Et on va partir sur du manga. Est-ce que tu en regardes, toi, un petit peu de manga ou pas ? Donc de l'animé, quoi, tu veux dire? Ouais, de l'animé. Oui, parce que je lis pas de manga. J'ai lu à l'époque du Dragon Ball, mais voilà, c'était mon niveau 0 de. Voilà. D'accord. En animé, ça arrive parfois, mais pas énormément. Je suis pas un gros consommateur, quoi. Merci Xavier pour du coup le meilleur format, ce sont des Bermudas et pas des shorts. Très très bon, très très bon. Donc ouais, t'es resté. Les mangas, t'en lis un petit peu, mais pas grand chose. Voilà, et les animes pas trop. Évidemment, on n'a pas Angela, notre spécialiste manga, qui évidemment nous vend toujours une nouvelle découverte. Donc là, j'ai pris le relais. Voilà, j'ai pris le relais avec Shangri-La. Je vous propose de découvrir en partie le trailer, voilà. Official trailer, c'est écrit. Le official trailer, yeah. Hop. Allez, fais-nous une vanne sur les trailers, s'il te plaît, Xavier. La bonne pub, là. Alors, évidemment, il y a du combat. Évidemment, c'est du shonen, donc il y a des jolies filles avec des gros seins, évidemment. Mais pas trop. Pas trop gros ou pas trop joli? Alors, non, mais il y en a moins que dans d'autres du même style, de manière générale. Donc, Shangri-La, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Shangri-La Frontières? C'est simplement, en fait, alors, hop, je reprends mes marques, parce qu'évidemment, à la base, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas ça. Hop, au secours, j'ai plus mes fiches. Je suis perdu. Voilà. Donc, à la base, Shangri-La, c'est quoi? C'est évidemment, alors c'est une web novel, d'ailleurs, à la base, qui a été fait par Katharina, mais je le vois pas ici. C'est marrant, parce que les infos sont différentes suivant la personne. Mais normalement, c'est Katharina, qui est un mec. Okay. C'est pas une nana qui l'a fait. Et en fait, il y a eu un énorme succès autour du web novel. Et derrière, évidemment, qui dit gros succès, dit un animé qui est fait en fonction. Moi, j'ai pas du tout lu la partie web novel, manga, etc. Je crois qu'il y a 15 volumes déjà. Mais par contre, j'étais parti quelques jours et j'étais dans le train, en gros, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais me regarder? Tiens, je vais me regarder ça va être parfait. Et en fait, j'ai commencé à regarder le premier épisode, puis le deuxième, puis le troisième, parce que c'est des épisodes assez courts. Il y en a 25 dans la première saison, c'est des épisodes de 20 minutes. Donc tu commences à les bouffer très très vite. Et puis, résultat des courses, voilà, t'as regardé la saison 1. Alors, c'est quoi le principe de Shangri-La Frontières? C'est en gros, ça raconte l'histoire de Rakuro Izutome, alias Sunraku, qui est un chasseur de bouse.
En gros, c'est quoi ? C'est qu'il est spécialisé dans les jeux ratés, buggés, infâmes. Ok. L'histoire se passe dans un futur proche dans lequel, en fait, maintenant, on peut jouer dans les jeux vidéo en full VR. Donc, tu mets un casque et t'es dans le jeu entier, quoi. Voilà, à toi, etc. Et t'as vraiment contrôle de tout le corps du personnage. Et il vient de terminer un jeu particulièrement horrible, etc. Et il passe dans sa boutique de jeux préférée. Et là, la nana qui vend les jeux vidéo lui dit pourquoi tout d'un coup, pourquoi maintenant tu passerais pas sur un bon jeu, un vrai bon jeu, au lieu d'aller chercher les bouses. Là, il y a ce jeu-là qui est sorti il y a 1 an. Vas-y, fais-le, tu vas voir, c'est vachement bien. Et donc, il commence Shangri-La Frontier. Et en fait, à la base, comme il est un joueur de bouse, en fait, il a une approche du jeu qui est pas du tout la même que tous les autres, puisque il va pas du tout jouer la facilité ou des trucs dans ce genre-là. Donc, par exemple, il arrive, le premier réflexe qu'il a dans le monde, c'est de vendre tout son équipement pour avoir le maximum d'argent pour pouvoir partir sur d'autres choses, etc. Il va jouer un personnage avec que de la chance, pas du tout du point de vie, pas etc. Il va vraiment tout de suite détourner en fait la mécanique du jeu pour faire autre chose. Et en fait, il part vraiment dans une manière de jouer qui est pas du tout la même que les autres joueurs, ce qui fait qu'en fait, il va faire des rencontres et découvrir des choses dans le jeu qui sont pas des choses que les autres joueurs ont vu, que les autres joueurs ont vu. Et donc directement, il va découvrir des scénarios uniques, il va tomber sur un monstre unique alors qu'il est level 10 et c'est un truc intuable, machin, mais il va quand même réussir à survivre un certain temps face et donc il va avoir sa marque, etc. Tu vas avoir tout un truc rapport. Alors ce qui est intéressant dans Shangri-La, c'est qu'en fait, moi, en tout cas, ça m'a rappelé mes jeunes années de joueur de MMO. C'était vraiment alors moi j'ai joué à Guild Wars notamment et j'ai joué à WoW, j'en ai fait d'autres aussi, mais bon, c'était les 2 premiers jeux, les 2 jeux les plus importants auxquels j'ai passé du temps dessus. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce souvenir là de t'arrives dans un nouveau territoire, tu découvres un boss, tu te tentes et puis évidemment tu te fais poutrer parce que t'as pas le niveau et puis etc. Mais il y a vraiment tout ce côté de découvrir le jeu, de découvrir les possibilités, de découvrir les différents trucs. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans les MMO. Et au final, moi, je me souviens d'une fois où je suis arrivé dans WoW et puis je me connectais plus que pour faire les quêtes journalières et puis discuter le bout de gras avec quelques personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et donc, après, j'ai vraiment... Tous les MMO, pour moi, c'était vraiment la partie découverte. Ok, oui. Je faisais ça parce que c'était super chouette. Et puis après, j'arrêtais dès que ça devenait tourner en rond, etc. Je disais stop parce que... Mais toute cette partie-là dans les MMO est géniale, en fait. La partie découverte, le fait de rencontrer d'autres joueurs, d'aller faire des trucs ensemble, etc. Et donc, vraiment... tous les autres... Il y a des autres joueurs et il y a des PNG, quoi, en gros. Dans le truc. Dans quoi ? Dans Shangri-La ? Ouais. Alors Shangri-La, évidemment, oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est un MMO, donc évidemment, il rencontre des PNJ, notamment des PNJ uniques. Bon, ça, c'est toute une histoire. Mais effectivement, d'autres joueurs. Et en fait, notamment une fille qui est amoureuse secrètement de lui. Dans la vie réelle et qui est arrivée dans le jeu avant pour monter de niveau et pour essayer de l'impressionner, etc. Il fallait un peu d'amour dans tout ça. Non, mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Shangri-La, c'est un isekai. Alors c'est quoi un isekai ? En gros, c'est un genre d'histoire dans lequel le héros va basculer dans un autre monde. Généralement, c'est un monde fantastique où les héros, ils sont envoyés dans cet autre monde et puis généralement, il faut trouver la sortie ou comment revenir dans son propre monde, ou etc. Souvenez-vous de la série Donjons et Dragons, quand on était petit. Quand moi j'étais petit en tout cas. Je sais pas si tu l'avais vu. La série Donjons et Dragons. Ouais, et la série, il y avait une série Donjons et Dragons et en fait en dessin animé. En dessin animé et c'était justement des vrais pas non c'était mais des gens des ados venant du monde réel qui s'étaient retrouvés projetés dans le monde de Donjons et Dragons et donc il y avait le mage, le machin, etc. tout ça. Ça, c'est un isekai, typiquement. Okay. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Et
dans le Japon, il y a beaucoup d'histoires. C'est un mode d'histoire qui a eu beaucoup de succès. Mais ce qui est intéressant là dans justement Shangri-La, c'est que c'est un isekai dans le sens où il va vivre une histoire dans un monde virtuel, le jeu vidéo, mais il revient aussi dans le monde réel. Et donc, le monde réel influence le monde virtuel, et il y a un va-et-vient entre les deux qui est assez intéressant et qui raconte autre chose que juste l'histoire du héros qui commence tout petit et qui devient de plus en plus fort, etc. Parce que la bande-annonce, tu te rends pas bien compte, t'as l'impression que tu rentres dans le jeu. Enfin, la bande-annonce ici, elle montre que ça. Oui, elle montre que ça, alors qu'en fait, il y a toute la partie vie réelle. Ok, ouais. Et d'ailleurs, on voit au fur et à mesure que il y a certaines images qui font penser que il y a des choses dans la vie réelle qui vont vraiment influencer ce qui se passe dans le jeu. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que le héros n'est pas un héros pleurnichard. Alors, tu ne regardes pas trop des mangas shonen, etc. Mais franchement, moi, j'ai revu avec ma fille My Hero Academia. Le gamin, mais à chaque fois, il est en train de pleurer. Non, je comprends pas, machin. C'est l'horreur. Je commence à en avoir. Voilà. Et là, c'est un héros. C'est un mec qui juste se poile d'être dans un monde dans lequel il peut essayer des trucs et de se marrer et essayer de trouver comment justement retourner le système et casser les règles, etc. Et donc le héros, c'est la tête d'oiseau. Ouais, c'est la tête d'oiseau, justement, d'où le nom du podcast qui s'appelle La tête d'oiseau de la guitare aérienne. On va voir ça après pour la guitare aérienne. Mais ouais, c'est la tête d'oiseau, et en fait, au début, il décide de vendre tout son équipement, sauf, évidemment, il prend une tête d'oiseau, il se met... en fait, c'est un masque. Hein, d'accord, ok. C'est pas une tête, c'est pas son personnage qui est une tête d'oiseau, c'est un masque. Mais dû à une malédiction, voilà, je vous spoil pas, il se retrouve à devoir garder cette apparence. Ok. Voilà, donc franchement, c'est une espèce de lettre d'amour à tous ces joueurs qui ont poncé des MMO et qui ont cette espèce de découverte et de découvrir de nouvelles régions, de découvrir de nouveaux monstres, de nouvelles façons, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé Guild Wars 2, notamment. Toute la partie découverte de Guild Wars 2 était géniale pour ça, et ça m'a fait penser à Shangri-La. Il y avait vraiment des moments comme ça où tu passais un buisson et tu découvrais tout un truc caché. T'aurais pu passer devant sans t'en rendre compte. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Tu le regardes où ? Pour ceux qui voudraient regarder ? Alors, c'est simple, il se trouve sur Crunchyroll, parce que comme la plupart des trucs, en VOST et en FR. La saison 1 est dispo sur Netflix, la saison 2 vient d'arriver aussi. Okay. Donc voilà, la saison 3 est bientôt prévue, c'est en janvier 2027. Et il est aussi sur Prime Video, les 2 saisons. Voilà. Donc il y a moyen de le choper. C'est là qu'on voit que Netflix et Amazon savent que je ne suis pas un regardeur de parce qu'ils ne me l'a pas du tout proposé. Donc je ne l'ai pas vu passer. Oui, mais d'ailleurs, des fois, il y a des trésors planqués comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de fouiller. Hein. Ouais, des fois, c'est marrant parce que tu parlais de Donjons et Dragons. La typo qui est, en tout cas, je sais pas si c'est la typo officielle du truc, mais en tout cas la typo Shangri-La Frontier que tu vois sur les trailers, je trouve que ça ressemble à la typo de Donjons et Dragons. Ah, c'est possible. Je sais pas si c'est un hasard, si c'est un easter egg. Ouais, j'ai pas fait attention, mais sans doute, ouais, c'est possible. En tout cas, de toute façon, ça fait référence à tous ces univers-là, ça c'est évident. Alors, ce qui est intéressant, quand même, le ton est assez drôle et assez décomplexé. Je disais, ouais, parce que là, je suis en train de redire mes trucs. Les persos sont assez clichés. C'est-à-dire, tu les vois, ok, tu classes directement dans quel truc tu le classes, etc. Mais ça évite quand même la plupart des poncifs sexistes. Il y a quand même une certaine variation et une certaine surprise derrière Donc, tu vois le personnage, tu le situes, ok, pas de souci. Et puis, au final, il y a des subtilités qui apparaissent, il y a des choses qui apparaissent. Donc, c'est assez sympa de ce point de vue-là. L'animation est de bonne facture, sans être un truc de fou. Pour une animation de ce type-là, c'est quand même pas mal foutu. Les combats ont de la gueule, c'est sympa. Parce que, soyons honnêtes, on regarde ces mangas pour les combats. Oui. Ça fait partie du jeu. Hein. Voilà, voilà. Moi, j'ai vu que la saison 1 pour l'instant. J'ai pas encore pu voir la saison 2, mais franchement, c'est un petit dessert sucré. Ça révolutionne rien, mais tu passes un bon moment.
Et puis franchement c'est bien foutu et ça joue sur l'espèce de nostalgique. En tout cas, moi j'ai retrouvé du gamer en moi qui revoit certains moments, certaines choses, etc. Et je trouve ça très chouette, quoi. Bah, tu le vends bien et encore une fois pour quelqu'un qui est pas public d'une manière générale, bah, ça donne envie d'aller jeter un œil en tout cas. Bah allez-y. Franchement, de toute façon, c'est des épisodes de 20 oui, c'est minutes. C'est ça, et vous verrez vite si ça vous plaît ou pas. C'est ça. Mais je trouve que, voilà, en jouant sur les clichés, ils arrivent à s'en détourner quand même et à faire des trucs intéressants et t'es surpris de fil en aiguille, etc. Donc voilà. C'est pas le truc parfait, mais franchement. Et j'avais envie d'ouvrir un peu plus sur les isekai, mais je crois qu'on va pas le faire parce que voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les Japonais ont vraiment ouvert plein de choses, notamment il y a Sword Online, qui est un des isekai les plus connus, pareil, de jeux vidéo, etc., tout ça. Mais il y a eu un certain nombre d'isekai qui ont été dans la culture occidentale aussi, hein, le monde de Narnia, Alice au Pays des Merveilles, le Magicien d'Oz, l'Histoire sans fin. Ready Player One. Ready Player One. Voilà, il y a toute une série de romans comme ça, de personnages qui sont projetés dans un univers fantastique. Et l'Histoire sans fin, typiquement, c'est ce genre de choses. Quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Une question de curiosité, t'as peut-être pas la réponse. Tu sais ce que ça veut dire, Isekai ? Alors non, je sais pas ce que ça veut dire concrètement. Si quelqu'un dans le chat peut le dire, je suis content. Franchement, j'avais pas envie de le voir, mais ton explication donne envie. Eh ben, voilà. Et tu diras ce que t'en penses prochainement, Mercus. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, franchement, voilà. C'est pareil, à la base, je l'aurais pas vu si je m'étais pas retrouvé dans le train à avoir quelques heures à perdre, quoi. Voilà, le mot japonais isekai se traduit littéralement par autre monde ou monde différent. Bah voilà. Ce qui est logique. Sous-genre de fantasy. Voilà. Allez, on enchaîne par le air guitar quand même. Yeah. Allez, on envoie. On envoie pour ce air guitar Twitch. Et oui. Voilà. Le championnat du monde débarque sur Twitch, effectivement. Wow. Donc, en gros, il y a 2 grosses actualités là dans les jours qui viennent. Puis il y a des grosses actualités fin de l'été aussi. Mais en l'occurrence, première grosse actualité, demain, donc 6 juin, 19h, Twitch. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le Virtual Dark Horse. Le Dark Horse, c'est quoi ? Et en fait, c'est la dernière possibilité pour les personnes qui n'ont pas de championnat dans leur pays. Par exemple, le Kenya n'a pas de championnat, ou pour les gens qui n'ont pas été qualifiés, qui ne sont pas devenus champions de leur pays. C'est un concours qui d'habitude se déroule en Finlande la veille de la finale du championnat du monde et qui permet à un certain nombre de personnes d'arriver à se qualifier quand même pour le championnat du monde et d'avoir leur accès sur la grande scène en live devant des milliers de personnes. Ouais. Or, scène que tu as faite, toi. Que j'ai fait un petit paquet de fois, effectivement. Ouais. Donc c'est quoi le air guitar pour Donc le air guitar, c'est jouer, prendre de l'air pour faire de la guitare. En gros, c'est mimer des mouvements de air guitar. C'est ce qu'on a tous fait dans la salle de bain en écoutant un riff qui passait à la radio, à un concert, etc. Ou complètement ivre. En faisant la scène de Retour vers le futur. Voilà, par exemple. Enfin voilà. Mais il y en a qui se sont dit on va en faire un championnat. Et donc, pourquoi cette année ce Dark Horse est en ligne et pas en vrai comme chaque année ? Eh bien parce que cette année, il y a plein de choses qui se passent. Le championnat du monde, non seulement c'est ces 30 ans du championnat du monde, mais en plus de ça, la ville où ça se passe, la ville qui s'appelle Oulu, qui est à 150 km du cercle polaire, est capitale européenne de la culture. Le air guitar fait partie du week-end de clôture de ces festivités, et donc organiser ce Dark Horse en live, en présentiel là-bas, en plus de tout le reste, n'était logistiquement pas possible. Et donc ils ont proposé de faire ce championnat en ligne. Plusieurs avantages quand même. D'abord, c'est que à l'époque, alors nous on était en Belgique, ça va, mais tu as des gens qui payaient leur billet d'avion depuis le Brésil pour venir là-bas et qui peut-être ne gagnaient pas. Et donc ils avaient fait le voyage pour quasiment rien. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a le concours en ligne. Il y a quand même l'ambiance, il y a ce spectacle. Bien sûr, évidemment, voilà. Et c'est pour ça qu'on le fait. Mais ici, il y a quand même des gens qui se disent, là, je sais que si j'y vais, j'ai mon accès. Donc, si je passe ici. Et donc, on a eu 47 candidats qui ont envoyé des vidéos. Donc, on a les États-Unis, la France, la Belgique. C'est ça qui est intéressant pour nous. Le Kenya, le Japon, Taïwan. Enfin, voilà, on a vraiment un peu partout. 47 qui ont envoyé. 30 ont été conservés
première sélection et il y en aura 15 qui vont être sélectionnés pendant ce live avec un jury dont j'ai le plaisir et la chance de faire partie. Jury exclusivement de air guitaristes internationaux. Donc on a un ancien champion du monde américain, on a un champion de France français, une canadienne et une finlandaise. Donc on est 5 jurys. Et un belge. Et un belge, moi-même, voilà. Et donc on va donner des scores et on va sélectionner les 15 qui iront à la finale. T'as déjà vu les vidéos ou pas du tout? Non, ça sera diffusé en live sur Twitch. J'ai fait attention parce que certains candidats n'ont pas pu s'empêcher de les poster sur les réseaux. Donc j'ai dû ne pas les regarder parce que je veux garder cette surprise et cette fraîcheur. Oui, la fraîcheur, oui, c'est ça. Malheureusement, ils peuvent pas faire une démonstration directement face à vous, ça c'est un peu dommage, mais bon, voilà on comprend pour des problèmes techniques, ça serait pas gérable. C'est ça. Et on a 2 candidats qui font le championnat de Belgique qui participent. On a, alors je vais commencer par le plus spécifique, on a The Joker, qui est un Britannique qui vient de la banlieue de Londres. Qu'on voit ici, là. Voilà, exactement. Qui fait le trajet depuis l'Angleterre en voiture pour venir participer au championnat de Belgique. On lui a dit qu'il y avait de l'eau entre les deux? Oui, t'inquiète. Mais, il voyage sur coussin d'air, forcément. D'accord, donc c'est parfait. Et donc, qui est qualifié pour la finale du championnat de Belgique et qui va quand même aussi déjà prendre de l'avance pour tenter ce Dark Horse. Et on a aussi Lenny Rocket qui est un tout nouveau candidat en Belgique qui a été qualifié, qui a gagné la qualification de Namur du championnat de Belgique et donc qui sera à la finale du championnat de Belgique, mais il prend de l'avance, il se dit si je ne deviens pas champion de Belgique, j'ai mon plan B. Donc on encourage tout le monde à venir sur Twitch, sur la chaîne de Air Guitar World Championship à 19h pour soutenir évidemment nos candidats belges, mais aussi voir un petit peu ce que le monde a à offrir en termes de air guitar. Ça va être assez sympa, il va y avoir de l'interaction. Et donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Chouette. Bienveillant. Chouette. Je voulais ajouter un truc, mais je l'ai paumé au milieu des trucs de son et de machin, etc. Mais c'est vrai que... Alors, ok, là, tu as parlé du air guitar, etc. Mais ceux qui connaissent pas, je crois que tu as 2-3 trucs à nous montrer quand même. Non, il n'y avait pas... Alors, il y a la vidéo, parce qu'effectivement, effectivement, là, c'est la première date importante, là, dans les jours qui viennent, dans les 24 heures, en fait. Oui, voilà. Donc, c'est demain, à quelle heure? Demain, 19h, heure belge. Ou français, ça marche 19h aussi. Sur Twitch, Air Guitar World Championship. Voilà, on va peut-être pouvoir... faire un copier-coller ou alors peut-être le faire à travers... C'est ça. N'hésitez pas de toute manière à nous suivre sur Air Guitar Belgium, que ce soit sur Facebook ou Insta. On va relayer de toute façon tous les posts, les liens pour regarder, etc. Donc voilà, si vous vous demandez, pas très difficile à retenir, Air Guitar Belgium, vous nous trouvez en 2 clics. Et le demain soir, c'est Air Guitar Championship. Air Guitar World Championship sur Twitch, exactement. Voilà, sur Twitch, etc. Donc on est prêt, le truc est là. Voilà, vous pouvez faire un follow. Tiens, je vais d'ailleurs suivre en direct. Un follower de plus. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas encore beaucoup de followers sur le Twitch Air Guitar World Championship, donc n'hésitez pas à envoyer de la force. Envoyer de la force. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toi, tu as organisé plein d'événements autour du air guitar en Belgique. Voilà, dont le pic sera pile une semaine après. D'accord. Donc samedi prochain, le 13, c'est la grande finale du championnat de Belgique de air guitar, où les champions et championnes qui ont été qualifiés toute l'année vont se retrouver au Zigzag à Ytre, et donc ça c'est le petit after movie de l'an dernier. D'accord, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là normalement il y a du son, il y a tout ce qu'il faut, hop, voilà. Attention le strike. J'ai pas été striké sur les réseaux. Ça, je le reconnais celui-là. Ça c'est Joker dans son autre personnage. Le nouveau champion de Belgique de air guitar. Je vais nous mettre la musique. Et on fire! Et voilà, donc ça c'était l'année dernière, le 14 juin 2025. Ouais. On couronnait notre nouveau champion de Belgique.
Eh ben, chouette. Et alors aussi, ce qui était important, parce que mine de rien, dans les discussions qu'on a eues aussi, c'est que tu voulais absolument faire venir du féminin dans le air guitar. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le rock et que vous êtes une femme, apportez de la force à Corentin, parce que c'est pas facile en fait. Alors déjà, on est très content parce qu'on a un jury avec une parité parfaite. On a 3 femmes, 3 hommes. Donc ça, on est très content parce que c'est pas toujours évident. On a quand même plus de femmes que l'an dernier, mais ça reste quand même une minorité. Mais on a quand même 4 femmes sur 12 candidats. Ça va. Voilà. On devait en avoir 2 de plus qui malheureusement ne pourront pas être des nôtres, donc voilà. Donc effectivement, c'est une discipline qui est ouverte. D'ailleurs, la personne qui détient le record du plus grand nombre de titres de champion du monde est une championne du monde. Voilà. Voilà. Au moins ça. Et Johnny Tourne-Disque, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il était fatigué depuis que son idole est décédée. Mais voilà. Et donc Johnny Tourne-Disque, c'est Baudouin. Oui, voilà. Pour les intimes. Voilà. Donc voilà. Il doit y avoir des images qui traînent sur le net. Ah, sûrement. Oui, tout à fait. Il a une belle perruque. Ouais. En fait, le problème, c'est que Johnny Tourne-Disque ne trouve plus sa coupe mulet. Et donc, c'est un gros problème pour son identité. C'est clair. Il ne sait plus qui il est. Mais donc, voilà. Et donc, oui, voilà. Donc, 13 juin, finale du championnat de Belgique, Zigzag Ytre. Tous les plus grands champions et championnes. C'est une salle. Pour l'instant, on a déjà vendu un peu plus de 50% des billets. Donc, voilà. Ne traînez pas trop. Il y a un partibus qui est prévu pour partir depuis le cinquantenaire jusqu'à Ytre. Musique, ambiance, on vous dépose là-bas, on vous ramène le soir. Cool. Voilà. Pour les plus geeks d'entre nous, un petit truc pour les motiver, nous avons Alain Eloi qui est la voix française de Zoro dans One Piece et de Rick dans Rick et Morty, qui fera partie du jury, entre autres. Donc si vous avez envie de passer une tête... Tu m'avais proposé qu'on l'interviewe, il faudra qu'on on y arrivera, il n'y a pas de souci, il est tout à fait partant. Mais donc voilà, si vous voulez le voir en vrai, venez le 13 juin à Ytre. Et en plus de ça, en plus du air guitar, parce que vous allez me dire, on va voir 1h30 des gens qui brassent de l'air, mais c'est un vrai spectacle, hein, c'est un show, il y a des personnages, il y a des chorégraphies, mais on clôturera avec le groupe Cover Balls. Et donc, juste en 2 mots, Cover Balls, c'est un groupe de cover avec des balls. Ouais. Et donc voilà, c'est très drôle, c'est décalé, plein de featuring avec plein d'artistes belges connus. Et là, on a un petit cover de Je ne suis pas un héros, vraiment à leur sauce, quoi. Voilà, un petit bout. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, Il a pas la forme Hulk là. Et alors pendant que ça passe, j'en profite aussi pour dire qu'on vient aujourd'hui là, tout de suite, il y a 2 heures, on vient d'annoncer que si vous nous écoutez là et que vous vous dites zut, je ne savais pas que ça existait, j'aurais voulu participer, parce que celui qui deviendra champion de Belgique ou championne gagne une véritable guitare électrique et gagne un voyage de 5 jours en Finlande pour participer au championnat du monde. Donc avion, hôtel, au programme du sauna, de la fête, une scène énorme construite sur la mer, 10 000 spectateurs sur les berges, scène de 200 mètres carrés, 12 écrans géants pour aller brasser de l'air. Donc c'est complètement fou. Et si vous dites zut, c'est dommage, il n'y a plus de qualification, eh bien on lance un concours en ligne. Vous nous envoyez une vidéo, on a toutes les infos sur Air Guitar Belgium, vous avez jusqu'à lundi soir 23h59 une vidéo de vous qui faites du air guitar et le ou la meilleure se rajoutera à la finale du samedi prochain. Et donc vous gagnez vos entrées en plus. Cool. Super. Donc le truc à ne pas louper, vraiment super. Petite chose, parce que monsieur est modeste, mais tu fais aussi un spectacle, un gros spectacle autour du air guitar. Oui, tout à fait. Ce qui s'appelle The Masterclass. The Masterclass, tu vas faire l'ouverture du championnat ou pas ? Non, on l'a fait l'an dernier, cette année pas. C'était déjà pas mal. mais en revanche, c'est nous qui mettons en scène le spectacle d'ouverture du championnat du monde. Waouh. Avec à peu près une 40aine de personnes sur scène, tout un show, etc. Et donc on est en tournée et on revient en Belgique parce que le groupe est composé avec des franco-belges, donc on a un peu des gens qui viennent de Paris, de Rouen, de Rennes, pardon. Et donc on sera de retour pour les fêtes de Wallonie en septembre à Namur. Voilà. Donc là, l'occasion de voir du air guitar fait par des professionnels. Voilà. Attention, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Si, faites ça chez vous, faites ça dans le métro, faites ça partout. Dès qu'il y a de la musique, faites du air guitar. C'est gratuit, ça fait du bien et ça soigne vraiment
vraiment au premier degré, ça soigne les gens. Exactement. Bah voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir le guitare, parce que sans toi, moi, j'aurais cru que c'était une blague. Oui, c'est une blague, tout à fait. Qui est beaucoup trop longue. Oui, c'est ça. D'ailleurs, petite anecdote pour vous dire à quel point cette blague est trop longue. Moi, ça fait 17 ans que je fais du air guitar, et il y a 15 jours, on a remis un costume de Air Guitar Belgium à Mannequin Peace. Donc, on a fait une cérémonie à l'hôtel de ville en présence de personnalités et autres. On a défilé depuis l'hôtel de ville jusqu'au Mannequin Peace avec du rock sur un gros baff. On a fait du air guitar sur la fontaine de Mannequin Peace. Et maintenant, Mannequin Peace a son costume air guitar à paillettes et zèbres au musée. T'as une tête à vie. Il faut rechercher l'image là. Vous trouvez ça sur internet, sur le site de Mannequin Peace ou toujours sur Air Guitar Belgium. N'hésitez pas à nous suivre. Et Xavier qui nous dit bonsoir Air Guitar. Bonsoir Air Xavier. Air Xavier, exactement. Voilà, et alors sans aucune transition, parce que là la transition elle va être dure. Non, mais elle n'est pas si dure que ça. C'est pas ça. C'est lors de mes pérégrinations sur le net, évidemment. Moi, j'aime bien me cultiver sur le net. J'aime bien apprendre des trucs et notamment YouTube. On parlait des histoires de shorts, etc. Mais il y a des vidéos longues où tu apprends beaucoup de choses super intéressantes, des interviews, des choses, etc. Bref, il brasse de l'air. Exactement. Et donc là, moi, je suis aussi bien des choses au niveau scientifique, etc., que, évidemment, du politique, surtout à l'heure actuelle où on a quand même une montée de l'extrême droite de manière bien généralisée un peu partout. Pas de quoi tu parles. Absolument pas. C'est pas mal des fois de se renseigner sur des pans de l'histoire dont on connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants. C'est pas mal aussi d'avoir d'autres sons de cloche, d'autres manières de raconter ces histoires, etc. Et notamment, il y a une chaîne que je trouve assez intéressante qui s'appelle Histoire Crépue. Tu m'as dit que tu la connaissais en fait. Oui, je connais de nom. Je sais pas, je sais pas si je suis abonné, mais c'est quand même assez connu sur des chaînes un peu de, je sais pas si on peut dire vulgarisation, mais si un petit peu, c'est de la vulgarisation. Oui, c'est de la vulgarisation. De sujets un peu plus compliqués. Voilà, alors ils font des vidéos, on va dire, plus didactiques, et puis ils font aussi des lives, etc., des vidéos de réaction aussi à l'actualité, on va dire ça de cette façon-là. Et en fait, là, il y avait une vidéo qui a été faite en collaboration avec KDTM International. Je vous propose de regarder le début et puis on en discute juste après. Alors oui, j'ai pas dit sur quoi c'était. C'est sur en fait la dette des pays africains, la dette coloniale. D'où vient cette dette en fait? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Je vous laisse avec l'intro et on en discute juste après. Connaissez-vous l'origine des dettes africaines? Dans notre imaginaire collectif, on a l'impression que les pays africains sont pauvres, qu'ils ont toujours été pauvres et que c'est la raison pour laquelle ils sont très endettés. Et si je suis honnête, j'avoue que moi-même, j'avais jamais trop réfléchi à la question de l'origine des dettes africaines. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec l'historien Hamzat Boukari Yabara. Je l'interviewais sur l'histoire du panafricanisme et à un moment, il a dit quelque chose comme « À l'indépendance du Congo, la Belgique a transféré toutes ses dettes sur le budget du nouvel État indépendant, tout. » Et je me souviens m'être dit « Ah, mais lui aussi quand même il exagère. » J'ai hésité à couper au montage tellement ça me paraissait invraisemblable. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris que non seulement le Congo indépendant avait hérité des dettes contractées par la Belgique, mais que c'était loin d'être un cas isolé. En réalité, toutes les jeunes nations africaines indépendantes ont hérité des dettes contractées par leur puissance coloniale. C'est-à-dire qu'au lieu de bénéficier de réparations, les jeunes États ont hérité de dettes contractées pour les exploiter. Et ce sera le point de départ d'une nouvelle forme d'asservissement, celui de la dette qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Je suis Myriam Tamoussanang du podcast Afrotopique et aujourd'hui on va parler de l'origine des dettes africaines. Pour préparer cette vidéo, je me suis appuyée sur les travaux du CADTM, le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. On va voir. Donc là, on va pas passer toute la vidéo. La vidéo est pas très très longue, hein. Elle dure à peu près 20 minutes. Ouais, voilà. Et franchement, elle est assez synthétique et assez intéressante et très claire en fait. Donc on voit vraiment la manière dont ça fonctionne.
un petit peu plus fort les extraits, j'espère que vous entendez, désolé. Mais donc voilà, Histoire crépue, donc c'est une vidéo de Marie Yemta Moussanang, je suis toujours super nul pour dire les noms, c'est l'horreur. Voilà, et c'est assez intéressant parce qu'elle revient sur les débuts d'où vient la dette, sur vraiment le début, la manière dont en fait les crédits coloniaux ont été transférés de, on va dire, l'entité coloniale à le nouvel État qui obtient son indépendance. Le premier qui a payé ça, je crois que c'était d'ailleurs Haïti. C'est assez, comment ça s'appelle, assez connu en fait, cette problématique. Mais voilà, en fait, tous les pays d'Afrique, on sait que la Tunisie, par exemple, la France a décidé, d'ailleurs l'histoire de dette, la France a décidé de coloniser la Tunisie pour justement récupérer, soi-disant, une dette qui avait été contractée. Donc voilà, c'est des choses quand même assez fortes, etc. Et ça a permis de maintenir un certain asservissement en fait des pays. Quand tu m'as parlé du sujet très rapidement, parce que voilà, on essaie de pas se spoiler pour garder la fraîcheur quand on découvre ici, j'avais du mal à comprendre. Effectivement, ça paraît surréaliste en fait. Et puis en même temps, tu te dis, en fait, ces gens se sont dit vous voulez votre liberté, vous prenez tout le bon et le mauvais, quoi. Alors, c'est même pire que ça, parce que au moment, justement, de l'abolition de l'esclavage, c'est qui a été dédommagé ? Les propriétaires. Oui, c'est ça qui est horrible. Donc, en fait, c'est toute une logique. Et moi, j'avais envie de vous dire, tiens, allez regarder cette vidéo d'Histoire crépue. Vous allez découvrir des choses, comme, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert. Donc, déjà, ça, je trouve c'est assez intéressant. Mais en écoutant ça, moi, je me suis dit, mais ça me fait penser à autre chose, en fait. Ça me fait penser à la manière dont les fonds d'investissement, en fait, achètent les entreprises. Alors pareil, on en a discuté juste avant, et toi ça t'a surpris aussi, c'est que en fait, ils font ce qu'on appelle des LBO. Donc en gros, le fonds crée une holding, cette holding contracte un prêt pour l'entreprise qui va être achetée, et c'est l'entreprise qui va être achetée qui va elle-même payer en fait le prix de son rachat. Et donc le fonds ne paiera jamais en fait le prix d'achat de l'entreprise, en fait. Et donc, c'est horrible parce que tu fais payer, finalement, supporter à l'entreprise que tu achètes le poids de son propre rachat. Et qu'est-ce qu'elles y gagnent, ces holdings, etc. Ces holdings, elles se servent. En fait, elles gagnent l'entreprise, elles gagnent les dividendes que peuvent remporter l'entreprise, ça c'est une première chose. Mais en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que ça se passe sur des entreprises petites et moyennes, en fait. C'est sur des entreprises où généralement en dessous des 500 travailleurs, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elles vont vider généralement le savoir-faire, elles vont vider le capital, l'actif, etc. Et puis après, elles vont partir, laissant en fait l'entreprise avec ses dettes, avec le savoir-faire étant parti à droite à gauche, elle a plus d'intérêt en fait, etc. Et donc ça finit par fermer. Et puis et eux, ils ont rien perdu puisque de toute façon les dettes n'étaient même pas à leur nom, quoi. Ouais. Donc en fait, elles ont juste fait naviguer l'argent et puis voilà, quoi. Donc c'est assez sauvage et ça m'a fait penser en fait. Ce genre de prédation, en fait, continue à travers le capitalisme et à travers ce genre de fonctionnement qui... On se dit, mais ça peut pas être légal, en fait. Normalement, si tu achètes quelque chose, c'est toi qui payes. C'est pas, ce que tu achètes qui va payer, en fait. Et si. Ça s'appelle des LBO, vous pouvez regarder. Et voilà, vous pouvez... vous verrez que c'est exactement la mécanique qui permet en fait à des capitalistes, à des capitaux d'acheter en fait des entreprises. Donc c'est un truc assez fou de ce point de vue-là. Et ce qui est alors là je fais de la comment ça s'appelle je fais de la cascade non parce que là je vous délivre quelque part une pensée, suite de pensées qui est je mets pas le LBO sur le même niveau que l'esclavage, etc. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est une sorte de mécanisme de prédation, en fait, qui est le même. En fait, tout à fait. C'est le même genre de mécanisme.
Et là-dessus, ça m'a fait penser à autre chose. Encore autre chose, encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en vidéo. Mais c'est une vidéo de Pacôme Tilman. Alors, je ne sais pas si tu connais Pacôme Tilman. Le nom me dit quelque chose. Je crois que j'en ai déjà parlé. Sûrement, ça doit être toi qui m'en dis quelque chose. Pacôme Tilman, c'est quelqu'un qui réfléchit sur la pop culture de manière générale. J'aime bien sa pensée parce qu'il dit, une fois que l'œuvre est créée, finalement, elle n'appartient plus au créateur, elle appartient à la manière dont à toi et la manière dont elle va résonner avec toi, en fait. Et finalement, ce qu'a voulu dire l'auteur a finalement, peut avoir de l'importance entre guillemets, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est comment toi tu le reçois et comment tu résonnes avec. Et finalement, c'est ça qui est intéressant à raconter, etc., quoi. Voilà. Et il a fait aussi tout un travail sur les 100 rois. Donc les 100 rois, c'est... attention, là, je pars sur une direction. Les 100 rois... Je m'accroche. Donc, en fait, Jésus, d'accord ? Oui. Il y a eu les apôtres. Oui, ça aussi, c'est bon. Et il y a une histoire officielle de Jésus créée par Saint-Pierre, etc. Tout ça, qui ont fondé l'Église, etc. Mais, parallèlement à ça, il aurait fait partie, en fait, d'une secte, on va dire, Jésus. En fait, cette secte n'aurait pas suivi, en fait, aurait suivi l'enseignement de Jésus, mais n'aurait pas suivi quelque part ce qu'ont voulu faire les apôtres après avec Saint-Pierre, etc. Et surtout l'Église, en fait, parce que la façon dont former l'Église. Il y a toute une histoire avec Simon le magicien, notamment, qui était quelqu'un qui faisait des miracles. Oui, c'est ça, etc. Et tu as toute une histoire d'ailleurs assez intéressante de rencontre entre Saint-Pierre et Simon le magicien, et de pourquoi, qu'est-ce qui différencie réellement les deux hommes. C'est très intéressant à lire. Pourquoi je parle de ça ? Parce que là, tu te dis... Oui, là, je ne vois pas encore le lien. Le lien, c'est, en fait, il y a... dans une vidéo qu'il a faite, en fait c'était plutôt un spectacle qu'il a fait lors de... c'était une performance, en fait, il y avait Pacôme Tilman qui a improvisé, en fait, sur une musique improvisée du guitariste Olivier Ménalo, et il est parti sur cette idée du labyrinthe, d'être dans le labyrinthe, et sur ces histoires de 100 rois et de rapport, en fait, avec ce que les 100 rois peuvent nous apprendre à notre rapport au monde. Et une des premiers trucs qu'il dit lors de ce spectacle, c'est cette improvisation, parce que c'est vraiment une improvisation autour de trucs qu'il a réfléchi quand même, c'est pas... voilà. Il dit, en fait, on est dans un monde dans lequel les innocents se sentent coupables. Et en fait, c'est toute cette histoire de dette... c'est pour ça que là, je reviens sur cette histoire de dette qu'on fait payer aux gens qui, finalement, sont innocents. Et on nous dit, si, vous êtes coupable, en fait, de ce truc-là. Et c'est toute cette ambivalence sur comment s'appelle, la colonisation, sur la prédation capitalistique, sur etc. Mais aussi à l'intérieur de nos pensées issues du christianisme, avec la dette d'Adam et Ève, etc. Tout ce truc-là, etc., qui nous marquent et qui font que, voilà. Et les trois quarts, on voit dans les affaires de VSS, on voit dans beaucoup de mouvements, etc., c'est généralement coupable, l'innocent qui se sent coupable face à l'agresseur, face à la personne qui va harceler, etc. Et c'est vraiment intrinsèque quasi à notre société, en fait. Et tout d'un coup, il dit notamment arrêtez de faire des choses que vous n'aimez pas, en fait. Mais est-ce que enfin, là, peut-être qu'on part loin dans la philosophie, mais est-ce que celui qui est l'innocent est victime, que ce soit dans les petites sociétés, ou dans les sociétés qui se font racheter et finalement qui sont innocents et victimes, etc. Est-ce que le fait d'être innocent et victime, il n'y a pas aussi un rapport de puissance et de force, et que la personne qui est agresseur, ou en tout cas qui est supérieure, par ce statut de supériorité, fait ressortir ce poids de la culpabilité auprès de la victime? Oui, c'est vraiment c'est cet effet-là, en fait. Tout est lié à un rapport de force, en fait. Tout à fait. Et c'est ce qui justifie
suffit, et c'est comme ça qu'est justifiée sa domination, en fait. Ouais. Hein, c'est là-dessus. Et il suffit juste de se rendre compte, ils sont puissants puisqu'on est à genoux, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Tu vois, il y a cette logique-là qui reste, et de la servitude volontaire, etc. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un chemin que je vous propose de faire, de mettre en liaison. C'est sûr que les choses ne se valent pas, mais on a tendance à penser à chaque fois, oui, ok, je sais pas moi, le petit jeune s'est fait tabasser par les flics, mais il a sans doute fait quelque chose, etc. Et tout ça, ça rentre dans notre imaginaire, etc. Et il faut des fois essayer de le défaire et essayer de repartir dans l'autre sens et essayer de se dire attention, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter, quelle domination on nous raconte. Et ça, on l'a vu à travers toute l'histoire, notre histoire humaine, en fait, au final. Voilà. Donc, voilà. Regardez Histoire crépue. C'est une vidéo très intéressante et allez voir, vous allez apprendre des choses. Renseignez-vous sur le LBO. Alors, il y a plein d'autres choses. Hein. Dans le système capitalistique et surtout dans la partie finance, il y a des choses complètement hallucinantes. Ça veut dire qu'on peut parier sur la famine des gens, on peut parier sur le fait que telle chose, et si ça marche, tu gagnes énormément d'argent. Donc en fait, c'est complètement immoral à un point où tu te dis, mais à quoi ça sert ? En fait, ça ne sert pas l'humain, ça ne sert pas la société, ça ne sert pas le commun. En fait, ça sert... Oui, c'est possible intellectuellement, mais en fait, ça devrait être interdit, ce genre de choses. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà. Ça rapporte à trop de personnes. En tout cas, ça rapporte à des gens qui ont les moyens de dire c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Parce que trop, non, justement. Si, déjà, c'est trop. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien dans sûr. le sens. Et puis derrière, n'hésitez pas à aller voir le travail de Paco Tillemont. Alors là, il y a plein de choses. Notamment, il a fait plein de vidéos sur Blast. Notamment, il a fait L'Empire ne finit jamais. Et donc voilà, allez voir ce genre de choses, c'est intéressant. Renseignez-vous, voilà, il y a plein de... Le bonheur est un sport de combat, tiens, ça c'était intéressant. Il avait fait tout un bouquin là-dessus. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il a une gueule, hein. Alors il a une gueule qui vaut le coup. Mais alors ce qui est très drôle, c'est d'aller regarder un extrait de Lina où il est tout jeune. Et en fait, je crois qu'il doit avoir, je sais même pas s'il doit avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il monte un fanzine de BD et il va voir les auteurs pour justement pouvoir récupérer leurs dessins et pouvoir les éditer, etc. Donc déjà à l'époque, il était complètement là-dedans. Voilà. Bon, on arrive au final de notre émission. Je sais pas depuis combien de temps on est en ligne. Je sais pas l'idée. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. Merci évidemment à Radio Panique de nous héberger tous les mois quand même sur le 105.4 de Radio Panique et aussi sur radiopanique.org. Yes. Allez voir à chaque fois sur Radio Panique. Vous allumez Radio Panique et vous êtes surpris. Il y a tout. Il y a un monde entier sur Radio Panique. Oui, c'est très chouette. Donc allez-y. T'adores la barbe de Paco Merci. Ouais, ah non, pas la mienne, pardon. non, la barbe de Radio. Mais je crois que t'as une bonne barbe. Ah non, c'est Xavier, parce que Marcus aussi, il a une bonne barbe. Mais non, je crois que c'était Marcus qui disait qu'il adorait sa barbe. Non, ouais, il a une sacrée barbe et il a un super rire. Chose dommage d'ailleurs dans Blast, pas comme Tillemont, et moins rigole. Il rigole moins. Alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui rigole. Donc, c'est dommage. Mais bon, voilà. Sans doute, on lui a dit, il faut faire plus sérieux, il faut moins rire, je sais pas. Arrête d'être jovial, mon Dieu. Voilà, tout à fait. En tout cas, donc, merci à Radio Panique. Merci à toi, Corentin, d'avoir survécu et d'être venu jusqu'ici. Traverser Bruxelles. Jusqu'au studio de l'œil carnivore. Ouais. Voilà, d'être arrivé jusqu'ici. Et merci de nous avoir fait découvrir le air guitar et nous avoir parlé de Star Wars. Ouais. Vaste débat. J'espère qu'un jour, il y aura un film pour tous les raccommoder. Oui. On verra. Peut-être un de ces quatre, il y a quelqu'un qui va quand même reprendre l'histoire et se dire, tiens, voilà ce que j'ai envie de raconter. Et avec un peu de chance, il aura financement pour le faire. On verra.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut Wait and espérer. see. Wait and see, exactement. Merci à tous ceux. Il y a Baudouin, évidemment, qui nous dit « Je vous regarde de mon lit ». Bah oui. Écoute, ça ne nous regarde pas, tu fais absolument ce que tu veux. Tu veux. Exactement. Merci évidemment à tous ceux qui étaient là. Merci à Marcus, merci à Baudouin, merci à Angela, merci à Xavier, merci à Jesus. Bah non, c'est toi. Là. C'est moi, Jesus. Il va falloir que je change ce pseudo. Parce que... N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier encore Ozzy pour l'abonnement, pour ses 27 mois d'abonnement. Bravo! Bravo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.